Retour en direct dans le sud-ouest à proximité de Toulouse, très exactement à Verfeil, avec un décor et un temps qui sont absolument splendides et merveilleux. On va maintenant parler des agriculteurs qui se mobilisent pour produire des semences avec des pratiques durables. Pour ça, j'ai le plaisir d'avoir deux invités à mes côtés, en plein air, sous ce beau soleil du sud-ouest. Laura Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur régional à la FNAMS. On rappelle, c'est la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. Parfait, on va parler de ces pratiques donc, durables qui sont mises en œuvre. Et puis, à ma droite, j'ai aussi le plaisir de recevoir Pierre Lasglès. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes agriculteur, multiplicateur de semences. Oui, dans le Gers. Et particulièrement investi dans ce sujet des pratiques durables. On va en parler aussi, entre autres. Entre autres. Laura Brun, oui. Il y a un projet qui s'appelle, une action qui s'appelle AgroSem. C'est un peu l'objet justement de cet échange ici. Si on essaye de définir ce qu'est ce projet AgroSem qui consiste à mobiliser les agriculteurs pour qu'ils produisent des semences avec des pratiques plus durables. Alors ce projet-là, en fait, il est né de plusieurs constatations. Déjà, les agriculteurs ont quand même généralement de moins en moins de produits phytosanitaires qui sont disponibles. Mm-hmm. Et en plus, en production de semences, on a quand même quelques spécificités. On a par exemple tout ce qui va être floraison, phase reproductrice. Par exemple, sur une carotte, on va la faire fleurir et donc on a des problèmes spécifiques pour ce moment-là. D'accord. On a aussi donc des critères de qualité qui ne sont pas forcément les mêmes que les productions de consommation. Ce qui fait qu'en fait, on a parfois besoin de produits qui seraient très spécifiques et qui n'existent pas forcément ou qui n'en représentent pas suffisamment, comment dire, peut-être de surface, peut-être d'intérêt pour certaines firmes. Donc, à l'avenir, il est possible que pour certains usages, on n'ait pas de produit du tout. Et donc, de cette idée-là, on a essayé en fait de mettre en place une expérimentation pour essayer de produire des semences sans produits phytosanitaires de synthèse. Finalement, c'est la rareté de certains produits, les contraintes qui font que vous vous êtes dit il faut qu'on s'adapte à avoir des pratiques plus durables, plus respectueuses de l'environnement, du végétal, pour produire des semences de manière intelligente avec moins de produits, quoi, finalement. C'est peut-être s'adapter, mais c'est aussi évaluer les conséquences. Évaluer au niveau économique, au niveau temps de travail, etc. Quelles conséquences vraiment il pourrait y avoir donc, en n'utilisant aucun produit phytosanitaire de synthèse. Qu'est-ce que, justement, alors, ce projet-là, on voit bien que ça définit un certain nombre de contraintes, d'obligations, de nouvelles règles. Les principales règles à retenir, justement, de pratiques plus durables, plus respectueuses de l'environnement, c'est quoi les quelques clés essentielles, on va dire? Nous, on a beaucoup travaillé, par exemple, sur une rotation longue. On a essayé aussi de mettre en place des productions avec des couverts végétaux. On a essayé aussi donc on utilise pas mal de désherbage mécanique, par exemple. Et on s'autorise aussi des produits de biocontrôle, donc qui sont des produits, mais qui ne sont pas les mêmes que les produits de synthèse. Et on est parti plutôt sur ce jeu de solutions. D'accord, c'est un peu un jeu de cartes de solutions disponibles pour les producteurs pour voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre ça en œuvre. Pierre Lasglès, agriculteur multiplicateur, comment justement vous regardez, vous participez à ce projet AgroSem et les autres agriculteurs multiplicateurs y participent-ils aussi? Ben voilà, donc d'abord je souhaite remercier la FNAMS et surtout les services techniques qui depuis plus de 50 ans accompagnent la multiplication de semences et les multiplicateurs mais aussi les établissements, puisque la finalité c'est que les deux parties aient une quantité et une qualité de semences répondent aux normes qui nous sont demandées, y compris qui sont validées par l'État. Et donc le projet AgroSem s'inscrit en plein dans cette ligne-là. Donc on nous demande d'essayer de nous passer des phytosanitaires. Et ce projet-là nous permet de voir la réalisabilité du projet ou pas. Et donc il y a 3 ans que ça fonctionne. On a commencé à avoir des résultats quand même significatifs. Il y a de belles réussites.
Il y a des échecs très patentés et même graves, et lourds de conséquences, parce que le faire de façon expérimentale, ça permet entre guillemets de dédouaner l'expérimentation au champ chez les multiplicateurs directement. Et donc voilà, c'est un projet qui doit durer 7 ans normalement. Et ça permet de commencer. Ça embarque combien d'acteurs, combien d'agriculteurs multiplicateurs qui sont concernés, première chose, et puis comment ils ont procédé là. Laura parlait de solutions, de leviers d'action. Pour l'instant, c'est en place sur les stations de la FNAMS. C'est vraiment en interne à la FNAMS. Les agriculteurs sont là plutôt pour nous orienter, etc. C'est-à-dire qu'ils font écho à vos propositions. Ils disent, voilà, quand vous dites il faudrait peut-être... Une forme de symbiose. Symbiose. D'accord, oui, c'est intéressant quand même. On essaye de faire justement remonter nos problématiques de la même manière que... Se nourrir des propositions, des suggestions pour évoluer et voir comment vous les percevez, qui allez être amenés à les mettre en œuvre. C'est ça, Laura? Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut prendre des risques que les agriculteurs ne sont pas en capacité de prendre. Voilà, concrètement, pour illustrer ça, par exemple. Avoir des rendements très bas, nous, on peut se le permettre, voir jusqu'au bout. Vous allez le faire sur des parcelles réduites, vous allez montrer bien la différence qu'il y a justement à prendre le risque et à faire. Ça va jusqu'à des non-récoltes. Pardon? Ça va jusqu'à des non-récoltes ou des récoltes qui ne sont pas conformes aux normes. Ouais. D'accord. Notamment la germination. Donc là, vous expérimentez des solutions, c'est ça, dites-nous? Oui, c'est ça. On est sur des parcelles qui font 1200 m² à peu près. Donc en fait, on a 8 parcelles avec 8 cultures différentes. Et sur ces 8 cultures, on évalue du travail du sol jusqu'à la récolte à la fin, tout ce qui s'est passé et quel est le résultat final. Est-ce que le rendement est convenable ou pas? Et est-ce que les semences germent? Est-ce qu'il y a une pureté spécifique qui est suffisante, etc. Vous regardez ça du coup aussi, vous allez observer ce qu'il en est. Voilà. Quelle est votre intervention en tant qu'agriculteur multiplicateur? Moi, je n'ai pas d'intervention directe dessus. On regarde les résultats, on regarde la faisabilité, la transposition. Après, notre rôle aussi de syndicaliste, c'est de faire remarquer au pouvoir public, mais avec des éléments chiffrés, expérimentés, que certains désirata ne seront peut-être pas réalisables. Ou alors, ça sera des abandons de production, ce qui est quand même très grave. Exemple de desiderata pas réalisable, si on essaie d'illustrer le propos, sans faire l'intégrale, non pas des échecs, mais des contraintes qui sont trop contraignantes. Alors, par exemple, on a des productions de pois protéagineux. Et sur le pois protéagineux, on a un insecte qui pond sur les gousses, qui s'appelle la bruche. Et la larve se développe après à l'intérieur du pois. Et donc si cette larve mange par exemple le germe, le pois ne va pas germer. D'accord, oui, ça c'est un point c'est un point bloquant qui fait que là, si on n'utilise pas un produit phyto finalement, il n'y a pas de solution, c'est ce que vous voulez dire? Même en produit phyto, il y a quand même de moins en moins de solutions. D'accord. Efficace et homologué. Oui. Et homologué, bien sûr. Les étapes, là, les étapes encore à venir, là, vous dites on fait de l'expérimentation, ça dure en tout 6-7 ans. On en est quoi? À mi-chemin? Alors, non, on a commencé il y a 2 ans. Les premiers semis ont eu lieu à l'automne 2018. On a fait 2 récoltes. Et normalement, c'est une rotation de 8 ans. Donc, on espère, à la fin de la rotation, pouvoir vraiment faire le bilan. Mais si en cours de route, on trouve des combinaisons de leviers, des combinaisons de techniques qui sont intéressantes, on peut le proposer tout à fait aux agriculteurs et voir ce que ça donne à l'échelle d'une exploitation agricole. D'accord. Si tous les indicateurs sont au vert de votre côté pour certaines solutions pratiques, ça pourrait permettre de les mettre en œuvre directement par les agriculteurs multiplicateurs avant l'échéance des 8 ans peut-être, c'est ça, c'est l'idée. Oui, c'est l'idée. Bon, de la même manière que, par exemple, pour parler des sujets que je connais, c'est un petit peu les luzernes, notamment le ticus qui, comme la bruche, a le même inconvénient de pondre des œufs à l'intérieur des gousses et la larve se nourrit des graines. Et donc c'est un ravageur qui peut poser des dommages significatifs de plusieurs, 30 voire même plus % de pertes. Et justement, là, on a le projet AgroSem, mais avant, ce qui avait été travaillé par la FNAMS, il faut savoir qu'il y a 15 ans de ça, on était encore entre 8 et 10 traitements insecticides sur cette culture pour gérer ce parasite. Énorme, oui. Et là, aujourd'hui, on arrive à sortir entre 2 et 3 maxi. Donc c'est-à-dire qu'à minima, le travail qui est fait par le service technique de la FNAMS vraiment apporte un plus au multiplicateur de semences, au service technique des établissements aussi, parce que c'est un partenariat, c'est un échange. Et nous n'avons pas d'autres... et après, tout système
à sa limite. Mais ce que vous voulez dire en fait, c'est que rien qu'en essayant de trouver des solutions, en expérimentant des pratiques durables, plus respectueuses de l'environnement, même si on n'élimine pas tout, les produits phyto par exemple, on va à minima diminuer la quantité par exemple. On y est déjà, après on peut peut-être faire encore mieux, mais ça va être au prix de grands risques. De grands risques économiques, c'est ce que vous voulez dire. Pour les exploitations. Et puis après, bon, les établissements aussi ne sont pas des philanthropes. S'ils n'ont pas d'intérêt économique ou si ça leur coûte trop cher ou la production n'est pas garantie, n'est pas fiable, ils vont automatiquement chercher à les produire ailleurs puisque eux, ils ont... voilà, et du coup, à l'étranger, par exemple, c'est ce que vous voulez dire. Complètement, sans hésitation. C'est difficile, Laura Brun, comme ça, d'être un peu entre le marteau et l'enclume, vouloir expérimenter des solutions, c'est louable et c'est intéressant et c'est nécessaire. Et en même temps, la réalité économique qui fait que parfois, si on n'arrive pas au résultat obtenu, on ne pourra pas forcément jouer, quoi. C'est comme ça. C'est ça. Il faut vraiment qu'on évalue l'ensemble en fait, des conséquences qu'il va y avoir avec cette baisse ou cette solution de carrément arrêter les produits phytosanitaires. D'accord. En tout cas, j'ai envie de dire, pour conclure, qu'on est sur une dynamique positive. Je pense que tout le monde en conviendra, Pierre Laslègue notamment. Voilà, on expérimente, on voit qu'il y a des limites, on trouve des solutions pour produire mieux en étant plus respectueux de l'environnement, de la plante, du végétal et de la nature d'une manière générale. Et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, d'encourageant. Il y a cette dynamique. Mais le gros avantage de ce projet, c'est que l'objectif est clair, c'est la semence, la multiplication de semences, en réduisant de façon drastique les phytosanitaires, voire même ne pas s'en servir, parce que on n'est pas plus furieux que les autres. C'est possible. Pourquoi pas. Les gros avantages qui vont en découler derrière aussi, qui ne sont pas mentionnés dans ce projet-là, c'est que sur les exploitations agricoles, il y a des modélisations, il y a des systèmes d'allélopathie en fonction des rotations, des couverts végétaux, de ce qui va être mis, et d'une certaine façon de réorganiser nos rotations, peuvent être très bénéfiques pour nos productions conventionnelles. Toute expérience présente parfois quelques inconvénients, quelques défauts, mais présente des avantages aussi qui vont au-delà même de la pratique. On explore des pistes qui sont peut-être déjà connues, mais fait que nous on redécouvre, en tout cas, on découvre, et donc à partir de là, le champ d'application ne se bornera pas que dans la multiplication de semences, ça c'est tout à fait certain à mes yeux. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui sur le plateau de Village Semences pour nous parler de ce projet donc AgroSem qui vise à inciter les producteurs à produire des semences avec des pratiques plus durables. Tout le monde est, on va le dire, sur le bon chemin. On se retrouve dans quelques minutes, toujours ici à Verfeil, à côté de Toulouse. En attendant, je vous propose de regarder un épisode d'Aventure potagère. À tout de suite. Maintenir ces ressources végétales anciennes, c'est un trésor qu'il faut sauvegarder. C'est quoi les ressources génétiques et à quoi ça sert ? Tous les ans, on multiplie une partie de nos ressources génétiques pour les reconstituer. On en acquiert de nouvelles de façon à augmenter en fait notre disponibilité en ressources végétales. Et l'intérêt, c'est d'aller pouvoir puiser des gènes qu'on n'a peut-être plus maintenant dans les variétés cultivées et qu'on peut retrouver dans ces variétés anciennes. Pourquoi vendre des semences anciennes ? Les personnes qui achètent nos semences aujourd'hui sont majoritairement des jardiniers amateurs, mais aussi des restaurateurs, des petits maraîchers, des producteurs qui veulent effectivement proposer la diversité dans leurs assiettes ou dans leurs paniers. Avant de mettre une variété au catalogue, l'idée est déjà de la tester dans notre jardin d'essai et de s'assurer qu'effectivement elle ait un quelconque intérêt. Et on cherche des variétés qui étaient intéressantes au moins dans leur descriptif, pour le goût, pour la couleur, pour encore une fois la richesse qu'elles apportent par des caractères différents de ce qu'on peut connaître. Quel est le lien entre ressources génétiques et biodiversité ? Alors la biodiversité, c'est toutes les ressources génétiques qu'on est capable de rassembler. On les renouvelle, on les multiplie aussi, on les sème, on les observe. L'objectif, c'est de repérer parmi elles celles qui pourraient être intéressantes pour faire des croisements. Chaque obtenteur a déjà un rôle à jouer dans cette conservation des ressources. La diversité dans le jardin intéresse de plus en plus
les jardiniers. Un retour en direct sur le plateau de Village-Semence, à proximité de Toulouse, très exactement à Verfeil, dans un décor splendide, un soleil qui sort, une température qui monte progressivement. On doit être, je pense, à 14-15 degrés et ça va continuer de monter. On va parler maintenant d'un sujet que vous ne connaissez peut-être pas, la graine de chia. Le nom est étrange. Et comment s'est structurée finalement une filière pour répondre aux besoins des consommateurs avec un produit donc assez intéressant. Pour en parler, j'ai deux frères, Jean-François Monod, bonjour. Bonjour. Et en face de vous, Stéphane Monod, du même nom. Bonjour. Donc voilà, l'un qui s'occupe plus de la sélection, de la production de cette graine, et Stéphane qui, je crois, s'occupe plus de la distribution, de la commercialisation, du marketing, bref, de la vente. Tout à fait. De ce produit-là. Jean-François Monod, on essaye déjà de définir ce que c'est ce chia, Alors cette graine. la chia, on prononce la chia. Voilà, c'est une plante qui est issue d'Amérique centrale, et essentiellement du Mexique. Oui. Et c'est une plante qui a des vertus phénoménales. Remontez D'accord. un petit peu le métro, Ouais, voilà. Le métro, non. Le micro, le métro, ouais, voilà, ça, qui a de bonnes vertus, tant un plan au plan nutritionnel que sur un plan, on va dire, agronomique. Alors attendez, avant de me faire la vente sur le côté nutritionnel, agronomique, etc., vous me dites, ça vient d'où? Alors ça vient du Mexique, d'Amérique centrale. Alors comment est-ce que cette plante, cette graine est arrivée d'Amérique c'est centrale, arrivé, du Mexique? c'est Stéphane qui va vous raconter l'histoire. Ah, vous faites de l'import-export donc? Je fais de l'import-export de moi-même. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de vivre 2 ans en Amérique du Sud. Et c'est là-bas que j'ai rencontré la graine de chia. D'accord. C'est une graine qui est très consommée. On en trouve un peu dans tous les ménages. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très consommé. Ça va être quoi? L'équivalent d'un riz, de C'est quelque chose comme l'équivalent ça? d'un riz, des pâtes, ce que tout le monde a chez soi. Oui. Donc particulièrement consommé, surtout au petit déjeuner. Et donc moi je découvre cette graine avec une texture particulière. C'est une graine qui gonfle quand elle est au contact de l'humidité. D'accord. Donc bon, je découvre ça, mais qu'est-ce que c'est? Quand on la voit, alors je ne sais pas si à l'image on peut arriver à faire un petit plan dessus, peut-être que Chloé aura le temps d'ici quelques instants d'aller jeter un petit coup d'œil. Ce sont des graines absolument minuscules, hein. C'est vraiment une lentille à côté, c'est un pamplemousse. Ah bah voilà, les sachets viennent de ce... C'est une graine absolument minuscule, et donc ça se consomme, ça se... Alors elle se consomme comme ça, c'est-à-dire directement, alors ce qu'on appelle en topping. Vous pouvez par exemple sur une salade vous en éparpiller un petit peu, mais effectivement si vous la mettez dans un milieu aqueux, Oui. Donc par exemple un lait végétal, Oui. c'est une graine qui n'a pas de goût, donc dans un lait végétal on va quand même apporter un peu de goût. La graine va gonfler et elle va prendre, Jean-François, combien de fois son Jusqu'à poids en 22 eau? fois son volume, quoi. Voilà. Ah oui, à côté le grain de riz qui doit prendre 4 à 5 fois, et encore je dis son volume avec de l'eau, là c'est beaucoup plus. Énorme. C'est Alors voilà, énorme. bah, justement, Chloé a la gentillesse, entre deux coups de vent, d'essayer de vous montrer cette graine de chia. À quoi ça ressemble. La plante en elle-même, donc ça pousse quand même à l'origine, hein, dans un environnement assez particulier, qui est quand même bien différent de celui qu'on va trouver par ici, hein, dans le Exactement, sud-ouest. c'était toute la difficulté en fait de la sélection, parce que la graine de chia, enfin la plante de la chia, hein, c'est une lamiacée de la famille des sauges, et elle est sensible à la photopériode, c'est-à-dire que pour pousser il lui faut 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et le grand défi, ça a été de sélectionner cette plante pour pouvoir l'adapter donc à notre climat, et donc qu'elle ne soit plus sensible à cette photopériode. D'accord. Et lui faire un changement de créneau horaire, de fuseau horaire. Ouais, c'est ça. On a changé exactement. On a changé. Et ça, c'est par la sélection. Et c'est par la sélection. Donc là, j'ai travaillé avec un chercheur de l'université de Buenos Aires qui avait des collections, et donc on a pu ramener ça dans le sud-ouest. On a fait énormément de recherches sur, bien sûr, la précocité. Et puis à un moment donné, on a réussi, après quelques années de sélection, à avoir une plante qui fleurissait et qui poussait dans le secteur. Donc petit à petit, on a développé cette graine. Et maintenant, avec la société Grain qu'on a créée il y a tout juste un an, on place aujourd'hui 200 hectares de production
de graines de chia. Géographiquement, ou par rapport à nous, là on est à quelques kilomètres de Toulouse. Alors on en a juste à côté d'ici, on a autour de à côté de Verfeil, à côté, à côté du haricot. Du haricot, exactement. On en a dans le Gers et après on essaye de multiplier un peu les zones de production pour savoir quelle est, où elle va pousser le mieux et essayer d'en placer un peu partout. Donc on va en trouver en Bretagne, on va en trouver dans la région parisienne et on va aussi en trouver dans les Hauts-de-France. Donc on essaye de... Vous avez donc des variétés qui arrivent à se développer, à pousser dans des environnements, alors, des pédoclimats différents. C'est la même variété, mais c'est une plante qui a un cycle assez court, qui a un cycle de 120 jours, et donc qui permet, on va le semer fin avril, début mai, et on va le récolter fin août, début septembre. Et donc ça, c'est cette période-là, on n'a pas trop d'eau, elle est sensible au gel, mais dans ces zones-là, même en Haute-France, ils ne gèlent plus quand même à cette période-là. Donc on peut se permettre de la tester ici, quoi. Comment est-ce que c'est perçu par ceux à qui vous vendez, du moins vous essayez de vendre cette semence-là? Quel est le regard qui est porté avant de parler des produits en tant que tels qui sont élaborés à partir de ça? Comment est-ce que c'est perçu? Elle est perçue c'est une diversification. L'avantage, c'est que la sauge et les lamiacées, on en trouve très peu dans nos assolements. Donc ça permet pour le sol, ça permet pour les rotations de culture d'avoir une culture supplémentaire. En plus, c'est un excellent précédent parce que c'est une graine qui va faire 1m50, 1m60 de haut, où on va récolter que 850 kg de graines dessus. Donc on a énormément derrière de matière végétale, donc ça fait un très bon assolement, un très bon précédent. Et en plus, c'est quelque chose qui n'est pas sensible aux bioagresseurs parce que c'est une plante odorante, c'est une plante qui n'est pas très répandue, donc automatiquement il n'y a pas de maladie, on n'a pas d'insectes qui vont la ravager. La difficulté, on va dire, ça va être du semis jusqu'aux 3 premières semaines parce qu'elle reste petite et c'est là où il faut faire attention à l'enherbement. D'accord, mais sinon elle présente un certain nombre d'avantages. Tout à fait. Destinés à quels usages, Stéphane Monod? Alors les usages sont très variés. Pour faire simple, on est surtout sur de l'alimentaire. Donc aujourd'hui, pas d'animal en tout cas avec ça. Alors, a priori pour l'instant en tout cas. Dans l'idée d'un cercle vertueux, où effectivement c'est une culture qui est quand même très protectrice de nos sols, qui est bonne pour la planète, pour schématiser. L'idée aussi, c'est que nos déchets puissent être recyclés. Et en fait, ils sont recyclés en alimentation animale. D'accord. Donc la graine en tant que telle, sinon. La graine en tant que telle, sinon, elle part directement aux consommateurs, donc chez les distributeurs. Et ensuite chez les transformateurs aussi, donc on va pouvoir la retrouver, que ce soit dans des laitages sous forme d'huile, sous forme de farine, sous forme de biscuits comme vous avez là. Et pour le coup là vous avez initié le contact avec des industriels de l'agroalimentaire pour dire tiens voilà on a la graine de chia qui présente un intérêt nutritionnel je crois notamment, pour leur dire est-ce que dans une recette de biscuits ou autre ça n'aurait pas un intérêt, c'est ça? C'est un peu plus loin que ça, oui. C'est-à-dire que la graine de chia n'est pas encore très connue, mais quand même un petit peu. Donc avoir une variété, c'était très bien, et c'est le fondement de la société grain, mais il fallait aussi avoir un marché. Bien sûr. Et ce marché, évidemment, on l'a analysé, on a essayé de le comprendre. Donc on sait qu'en 2020, il y a eu 20 000 tonnes de graines de chia qui ont été importées à 90% d'Amérique du Sud par l'Europe. Donc si les 20 000 tonnes, on pouvait les produire par ici, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, hein. Voilà, c'est un peu ce qu'on s'est dit, effectivement. Allez, la moitié pour commencer, et puis la suite dans 2 ans. Voilà, c'est à peu près l'idée. Ah oui, donc 20 000 tonnes importées de cette graine de chia, l'idée étant de se dire si, localement, régionalement parlant, on peut en produire. Ou ailleurs d'ailleurs. Ou ailleurs, effectivement. Enfin, mais ce qu'on sait aussi, c'est que globalement, 85% des Français essayent de consommer local, souhaitent acheter du français. Donc, à un moment, c'est un peu une réponse à un besoin. Aujourd'hui, les consommateurs cherchent de la graine de chia et idéalement, ils voudraient de la graine de chia française. Donc, on apporte cette solution. Et donc, aujourd'hui, quand on va voir nos clients, donc des distributeurs ou des sociétés qui produisent des biscuits ou autres, globalement, l'idée, c'est de leur dire aujourd'hui, vous approvisionnez déjà en graines de chia. Mais pourquoi est-ce que vous approvisionnez pas en graines de chia françaises? Parce que ça existe. Voilà. Donc c'est plutôt dans cette démarche-là. Et on a une démarche où on va travailler plutôt avec la RSE des sociétés plutôt qu'avec les achats. C'est-à-dire que aujourd'hui, travailler avec grain, c'est s'assurer que les agriculteurs sont bien rémunérés, c'est s'assurer qu'on fait très attention à la planète, c'est s'assurer qu'on a des standards de qualité qui sont très élevés aussi. Et donc c'est que s'assurer de proposer au client final un produit de qualité locale et qui répond
façon. En fait, vous visez un segment intelligent, comme vous dites, le RSE, s'adresser non pas comme un simple fournisseur en disant « Attendez, vous l'achetez ailleurs habituellement, venez chez nous, c'est sympa ». Là, non, il y a la démarche qui est derrière, locale, etc., produits respectueux. Et c'est une façon d'angler finalement votre approche commerciale qui est un petit peu plus astucieuse peut-être aussi. Qui essaye de jouer la corde sensible peut-être auprès des transformateurs par exemple. On est convaincu qu'il y a et que ça part des agriculteurs et qu'il y a un vrai rôle à jouer pour demain. Et on en est convaincu. On est convaincu aussi que les sociétés comprennent ça et surtout ont envie aussi d'agir et d'acter. Donc on leur en donne la possibilité. Quelles entreprises, on peut les citer après tout, hein. Il n'y a pas d'interdit. Ceux qui jouent cette carte-là justement de s'approvisionner en graines de chia françaises et produites peut-être dans le sud-ouest. Alors on a notamment un partenaire qui est un partenaire historique, qui est Nutrition et Santé, donc avec la marque Gerblé, les biscuits que vous voyez là. On travaille aussi avec Hello Bio, on travaille avec Agrana, on travaille en fait avec toute société qui propose... Et susceptible d'utiliser, parce qu'elles n'utilisent peut-être pas toutes non plus aussi. Alors j'imagine que vous tapez d'abord vous dirigez vers celles qui sont consommatrices de graines de chia. L'idée étant peut-être de proposer à d'autres. Travaille avec alors on n'a pas signé encore, mais on travaille avec la recherche et développement de groupes comme le groupe Mondelez, comme le groupe Danone, qui sont intéressés aussi par cette approche-là nutritionnelle, mais aussi par toutes les facultés que peut avoir la chia, donc ce mucilage, ce gonflement là de ces à plus 22 fois son poids. Ça peut être un ingrédient supplémentaire qui participe de l'élaboration d'une recette de cuisine, d'un produit yaourt et autres, par exemple, pour ses particularités en tant que telles. Pour ses particularités en tant que telles, et encore une fois, mais ce mucilage va permettre par exemple de remplacer les œufs. Dans des préparations culinaires, donc un gâteau, vous enlevez les œufs et vous mettez de la graine de chia à la place. Et donc ça permet aussi à toute personne, notamment des véganes ou qui ne consomment pas de produits animaux en général, voilà, d'origine animale. D'origine animale, merci. De pouvoir en fait quand même continuer à se faire plaisir et à... Voilà, donc c'est effectivement la mission. Ouais. Parfait. Merci à tous les deux, messieurs Jean-François Monod et Stéphane Monod, d'être venus nous parler de la graine de chia, de ses usages. Je ne connaissais pas, je vais m'empresser de goûter. On va voir, vous aussi goûter, après tout. Ça peut ne pas avoir de goût, j'imagine aussi, quand c'est dans un produit totalement transformé. Comme vous le dites, ça sert de support, de liant, etc. Mais en tant que tel, au petit déjeuner par exemple, on cuit ça dans quoi, les graines de chia? Donnez-moi une idée. On va pas les cuire, mais on va les faire tremper dans des laits végétaux, donc un lait d'avoine, un lait d'amande, un lait de coco. Et on goûte ça au petit déjeuner ou au goûter, ça peut être sympathique. Et c'est plus que sympathique, c'est même très bon. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette graine nouvellement arrivée de très très loin. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes après un petit passage par Paris.